Oui, alors pour parler de Galaxy, donc là, quand elle avait été filmée, elle avait 7 mois, et c'était la fille notamment d'un comédien qui s'appelle Joël Barbout, et qui faisait partie dans les années 60 de la bande à Clémentine Calfon, et qui avait joué dans Les Idoles. Voilà. Alors, Galaxy, c'est une petite fille, elle a 7 mois là, et déjà elle était une star à l'époque. Je m'explique, elle posait pour des magazines pour bébés. Et elle avait fait même plusieurs couvertures. Donc déjà, elle était habituée à être vraiment à la lumière. Voilà, donc j'aime bien son cinématon parce que je trouve que toutes les émotions humaines, je dirais, qui vont de la joie à la tristesse, passent dans ce portrait. C'est presque une sorte de condensé de toutes les émotions qu'on peut avoir. Et avec Galaxy, ça a marché. J'ai eu l'occasion de filmer d'autres bébés, et par contre, ça n'a pas marché du tout. J'ai filmé des bébés qui se moquaient totalement de la caméra et qui s'endormaient devant la caméra. C'était le seul cas d'ailleurs où des gens s'endormaient vraiment devant la caméra. Beaucoup de gens font semblant, se mettent en scène, comme Jean Douché. Jean Douché essaie de se mettre en scène en train de dormir, mais je pense que je me souviens d'un bébé qui était le fils de Gérard Augeois, le distributeur du film, et qui s'est vraiment endormi pendant le cinéma. C'est un exploit. Oui. Une question pour ces personnes. Vous êtes allé à leur rencontre ou elles sont venues vous voir pour... Alors là, c'est une longue histoire, parce que entre le début et maintenant, il y a eu des différences. Parce qu'au départ, quand personne ne connaissait le projet, donc c'est moi qui allais vers les gens, et qui même insistais beaucoup, parce qu'il y en a qui me disaient, mais moi... je m'en fous, je sais que ça ne va pas être montré, donc à quoi ça sert de faire ça? Alors moi j'insistais en leur disant, si, mais c'est fait pour être montré, bien sûr, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne vais pas investir dans de la pellicule, donc ça coûte cher pour regarder ça dans un coin, non, ça sera montré. Donc au départ, il fallait que j'insiste vraiment, hein. Des fois, il fallait vraiment que j'étais même lourd, il faut le dire, quoi. Et puis petit à petit, si vous voulez, les choses sont faites plus facilement parce que les personnes dans le milieu du cinéma et du milieu artistique souvent savaient que je faisais ce travail. Donc les gens venaient plus vers moi et puis quelquefois même c'est eux qui me demandaient d'être filmé. Donc il y a eu une sorte de cheminement. Mais je trouve que c'était plus intéressant au début quand c'était moi qui devais quand même me battre pour filmer les gens. Parce que comme ils n'étaient pas vraiment sûrs que ça serait montré, ils étaient peut-être plus authentiques, c'est-à-dire qu'ils se mettaient moins en scène, ils calculaient beaucoup moins ce qu'ils allaient faire, et je pense qu'il y avait peut-être, pas toujours, parce que c'est difficile de faire des règles comme ça générales, il y avait peut-être plus de vérité comme ça chez les gens que je filmais. Alors qu'après, comme ils savent que c'est montré, que ça fait partie d'un ensemble, d'une anthologie, donc ils se disent, voilà, si je fais ça, faire attention parce que tous les gens vont voir que je fais ça, donc ils réfléchissent beaucoup plus à ce qu'ils font. Alors qu'au départ, ils ne réfléchissaient pas. Et par exemple, il y a quelques années, je me suis retrouvé un peu confronté à mes débuts. Je suis allé en Russie, et là, en Russie, personne ne me connaissait. Et là, c'était très intéressant, parce que je me suis retrouvé un peu dans la même situation que dans les premiers cinématons. Donc là-bas, ils se sont dit, ce mec-là qui vient nous filmer, mais ça se trouve, ça ne sera jamais montré, on ne sait pas ce que c'est, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et donc, j'ai retrouvé un peu cette sorte de vérité chez les gens que je filmais. Ils n'essayaient pas de faire des grandes mises en scène, tout ça, non, ils se prêtaient au jeu comme ça. Et enfin, on arrive comme ça à des petites choses au niveau de la vérité de la personne qui sont intéressantes. Voilà, donc, en 27 ans de tournage, donc, évidemment, il y a une évolution, parce que maintenant, les gens savent que ça existe. Donc, évidemment, quelque part, ça modifie leur comportement, tout en sachant que chaque personne qui est filmée a la totale liberté de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ça vient des gens que j'ai filmés. Parfois, d'ailleurs, il y en a qui me disent, mais tiens, je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu pourrais m'aider, me donner une idée, parce que là, vraiment, c'est pas évident, tout ça. Et moi, je refuse. C'est-à-dire que je leur dis non, c'est votre portrait. C'est-à-dire que c'est très important que tout ce que vous allez faire devant la caméra, ça vienne de vous. En aucune sorte, je veux influencer votre comportement en vous donnant une idée, en vous donnant des indications. Ça, je me refuse. Dans le cinématon, c'est vous qui êtes les maîtres à bord. Voilà. À l'intérieur des règles
que j'ai défini au début, hein, à savoir que c'est un plan séquence de 3 minutes et demie, c'est un gros plan, c'est en cinéma muet, il n'y a qu'une seule prise. Bon, à l'intérieur de ces règles-là, bien sûr, ils sont totalement libres. Mais c'est vrai que ces règles sont très draconiennes, très strictes, et on est obligé d'accepter ces règles aussi pour les filmer. Est-ce que vous ferez le vôtre de portrait maintenant? Bon, bah, j'en ai fait même plusieurs. Ah, oui. J'ai été le premier à être filmé. Je ne suis pas dans la... Bon, j'ai fait ce que j'appelle un numéro 0. Je ne suis pas dans la collection. Je me suis intégré dans un long-métrage expérimental que je faisais avant, en 1977, et qui s'appelle « Urgent ou à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante ». Et donc, dans ce film, je me suis fait un autoportrait, un cinématon, et c'est justement après avoir vu les résultats de ce cinématon que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de filmer les autres. Parce que quand je me suis mis devant la caméra, je me suis dit je ne fais rien. Je me suis mis devant la caméra, vraiment, dans mon esprit, je ne faisais rien. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis aperçu qu'il se passait plein de choses sur mon visage. Je croyais n'avoir rien fait, mais il y avait une multitude de petites choses. Enfin, mon visage vivait, et donc je croyais être resté de marbre, et en fait, j'étais très vivant. Alors donc, je suis parti dans la collection, et je me suis dit, si un jour j'arrive à 1000, je ferai le 1000e. Et un jour, je suis arrivé à 1000, c'était exactement au bout de 10 ans de tournage, c'était le 31 décembre 1987, et donc j'ai fait mon cinématon. Et puis après, j'ai dit, si un jour j'arrive à 2000, je ferai le 2000e. Et j'ai fait le 2000e, c'était le 1er janvier 2000. Et sans tricher avec les chiffres, hein, parce qu'on ne peut pas tricher, parce que chaque cinématon, comme je le disais tout à l'heure, a un numéro. Donc, pour être filmé le 31 décembre et arriver au 10e, c'était pas évident, parce que le matin du 31 décembre 1987, j'en étais à 997 cinématons, et donc, comme je voulais être le 1000e, il fallait que je filme 2 autres personnes avant moi dans la journée. Ce que j'ai fait, mais c'était un petit peu compliqué, mais en même temps, c'était très amusant à faire. Donc, j'étais le premier cobaye de cinématon. Et les règles du cinématon, elles vous sont venues comme ça au fur et à mesure, ou vous les avez mises dès le départ? Oui, non, c'était vraiment dès le départ, hein, parce que le problème, je ne sais pas si on peut dire, c'est le problème ou la chance du cinéma, c'est que le cinéma, ça coûte cher, et on ne peut pas faire des... Enfin, en général, on ne peut pas faire des essais en se disant, bah, tiens, on va tester ce truc de cette façon-là, puis on verra si ça marche, on projettera, etc. Si ça ne marche pas, on fera un autre concept. En théorie, c'est possible, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, j'y réfléchissais depuis plusieurs années, et je pense vraiment depuis plusieurs années, et le jour où le concept est devenu clair dans ma tête, que toutes les règles comme ça se sont bien organisées, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et j'ai retrouvé, parce qu'à l'époque j'écrivais aussi sur le cinéma, et par exemple j'ai retrouvé des études que j'ai fait notamment sur Chantal Akerman et Andy Warhol, que j'avais écrit 2 ans avant de commencer mon premier cinématon, et en fait, en relisant ça, là, il y a quelques années, je me suis aperçu que j'annonçais déjà toutes les règles du cinématon, et sans le savoir. C'est ça qui est absolument étonnant, c'est-à-dire que 2 ans avant, quelque part, je savais que j'allais faire les cinématons. Je ne le savais pas consciemment, mais inconsciemment déjà, c'était sur le papier, ces textes ont été publiés, donc c'est assez étonnant, mais c'était déjà là. Donc ça veut dire que ça travaillait pas mal dans ma tête, et que le jour où j'ai vraiment commencé le premier cinématon, toutes les règles étaient bien en place. Alors cela dit, si par exemple ces règles n'avaient pas fonctionné, on peut imaginer que je projette les premiers cinématons, et que ça ne fonctionne pas, alors peut-être que j'aurais arrêté cette anthologie, je me serais peut-être arrêté, peut-être au bout de 20 portraits, je ne sais pas. Ça, c'est très difficile de refaire l'histoire. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai filmé mon premier cinématon le 7 février 1978. La première projection en public a eu lieu le 2 ou 3 mai à Rennes, dans un festival qui est tout un symbole. Le thème du festival, c'était 1968-1978, 10 ans de contestation. Et donc, tout de suite, c'était les 9 premiers cinématons, il y en avait que 9 à ce moment-là, et tout de suite, ça a vraiment fonctionné au niveau du public. Il y a eu tout de suite le public a complètement adhéré tout de suite, et il y a eu des réactions assez étonnantes dans la salle. Il y avait des séances qui
qui frôlait le happening. Hein. Les gens participaient, il y avait... Bon, tout de suite, il y a eu un mariage avec le public. Alors, ce qui m'a étonné, parce que je pensais pas qu'au départ, ça fonctionnerait tout de suite. Dans mon esprit, je me disais, peut-être que ça va commencer difficilement au niveau des réactions, mais petit à petit, avec le nombre de plus en plus important de portraits, les gens comprendraient mieux ma démarche. Et en fait, non, ça a marché tout de suite. Donc, les règles ont fonctionné tout de suite. Si par exemple la durée n'avait pas été la bonne, on peut imaginer qu'une minute aurait pu être mieux, on aurait pu imaginer qu'en sonore ça soit mieux, je ne sais pas. On aurait pu imaginer d'autres règles. Il s'est avéré que cette durée était parfaite. Le fait que ça soit en cinéma muet, c'était encore mieux parce que les gens étaient obligés de se montrer autrement. Parce que s'ils avaient eu la parole, ils auraient été obligés de meubler, si vous voulez, tout le temps qu'ils avaient à leur disposition. Ils auraient parlé, ils auraient chanté, je ne sais pas, ils auraient lu des textes, ils auraient eu un travail à faire. Alors que là, je leur enlève la parole, ils sont beaucoup plus mis à nu, ils se révèlent encore, à mon avis, encore mieux, beaucoup plus que s'ils avaient la parole. Il y a pas mal de... Il y a certains cinéastes qui ont fait des portraits qui étaient sonores. Et en fait, quand les portraits sont sonores, ça ressemble plus à de la télévision. Alors que les cinématons, c'est autre chose, quoi. On retourne aux sources du cinéma, bien sûr, puis il y a un côté aussi proche aussi des arts plastiques. Enfin, c'est un peu entre les deux. Je trouve que le silence, justement, c'est une des choses qui est très intéressante dans les cinématons. C'est-à-dire qu'on supporte bien le silence. Ça devient rare quand même aujourd'hui, ou même au cinéma maintenant et à la télévision en particulier. Il n'y a pas de place pour le silence. Là, on entre dans un monde qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que cette durée, justement, elle est tout à fait... elle convient très bien à chaque portrait. Et chaque fois, il y a des surprises très différentes. Par rapport à la durée, justement, et au fait que tu dises que c'est une durée parfaite, ou en tout cas qu'elle convienne, comme toi tu viens de dire, Francis, à chaque portrait, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est une durée qui est une souffrance pour beaucoup de portraiturés. On a l'impression que pas mal de gens s'épuisent, ont préparé quelque chose, s'épuisent et tiennent 2 minutes et doivent te dire très souvent que le temps est long. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que c'est un piège quand même. Et quelque chose qui était prévu ne va pas à son terme, ou le temps est trop long, et alors quelque chose d'autre apparaît. C'est à ce moment-là que ça devient vraiment intéressant. Mais la durée, à mon avis, elle est peut-être parfaite pour toi, mais elle n'est pas parfaite pour les gens qui sont filmés. C'est une durée très dure, sans jeu de mots. Oui, je ne dirais pas que c'est un piège. Je dirais que c'est justement grâce à cette durée qu'on peut vraiment aller à l'intérieur des gens. Parce que si, par exemple, si ce dispositif avait une durée, par exemple, d'1 minute, on raterait plein de choses intéressantes. Justement, les gens souvent ont besoin d'1 minute pour entrer dans le cinématon. Et bien sûr, c'est très difficile pour les gens. C'est vrai que c'est une opération, je dirais, entre guillemets, une opération délicate pour les gens qui sont filmés. Mais justement, c'est parce que c'est difficile qu'il en sort quelque chose de fort souvent. Et j'ai souvent eu une réaction à la sortie de projection, quand il y avait des spectateurs qui par exemple, connaissaient très personnellement des gens qui sur l'écran ou intimement, et ils ont tous une réaction, ils ont la même phrase. Alors, ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est lui ?» ou « Qu'est-ce que c'est elle ?» Alors qu'il n'y a pas la parole. Donc on pourrait dire « Il n'y a pas la parole », donc c'est des portraits qui sont peut-être un peu trop abstraits. Et ces portraits sont souvent très révélateurs des gens. Et si ces règles n'étaient pas aussi strictes, je pense que on resterait trop à la surface. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller en profondeur. C'est vrai que la télévision nous habitue à rester à la surface des choses. Bon, c'est vrai que ça fait peut-être mal, quelquefois, d'aller en profondeur, comme ça. Mais c'est ça. Et c'est là que c'est intéressant. Si on reste à la surface, je pense que c'est pas très intéressant de faire un travail sur autant d'années avec autant de gens. Donc il faut que ça fasse mal. Moi, je me suis moi-même prêté au jeu, ça m'a fait mal aussi, mais en même temps, ça fait mal, mais ceux qui se font filmer sont très heureux d'être filmés aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'antagonisme. Ils ont envie d'être filmés, mais en même temps, ils savent qu'ils vont souffrir. Donc
bon, il y a Michel Foucault qui avait écrit des choses là-dessus par rapport à la souffrance et au plaisir. Et c'est vrai qu'avec Cinématon, on est en plein dedans. Ce qui est drôle aussi, c'est que certaines personnes prévoient bien leur temps, justement, pour venir à la durée. Donc Dominique Noguez, c'est impeccable. Son truc est bien préparé. C'est bien entraîné. Il a dû quand même bien bosser pour y arriver. Et il y en a Alors, d'autres qui sont... Justement, c'est très révélateur de la personnalité des gens. Par exemple, Dominique Noguez, je le connais bien, c'est un bosseur. C'est un type... enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis écrivains, mais j'ai aucun... C'est lui qui travaille le plus de tous les amis écrivains que je connais. C'est incroyable. Et je suis certain qu'il a dû bosser ça vraiment un temps fou, j'imagine. Parce que c'est vraiment calibré, tout ça. Et encore, il ne le trouve pas parfait. Il trouve qu'à la fin, il n'aurait pas dû montrer le panneau. Pour quelle raison enfin, quelle raison avez-vous de me regarder? Il dit que ce n'était même pas la peine, ça fait double emploi. Donc il n'est pas totalement satisfait. Mais bon. Alors il y en a qui résistent, ils mettent du béton quand même, je trouve. Godard et Wenders, ils sont inaccessibles quand même. Mais ils sont inaccessibles parce qu'ils connaissent tellement bien les pouvoirs de l'image qu'ils se méfient de l'image. Et ça se voit complètement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en fuite parce qu'ils savent que s'ils se mettent en face à face avec la caméra, ce qui normalement est le cas dans le cinématon, ils vont être obligés de donner beaucoup de choses d'eux-mêmes, ils ne veulent pas, ils résistent, ça se voit. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a d'autres cinéastes comme ça qui sont des grands cinéastes qui connaissent bien les pouvoirs de l'image et qui s'en méfient beaucoup. Alors que souvent des cinéastes peut-être moins réputés auront tendance à en faire beaucoup plus devant la caméra. Cela dit, Straub, pour quelqu'un qu'on dit austère, hein, c'est quand même, il va un peu contre l'image de marque qu'on pourrait... Il faudrait juste qu'il change de cigarette, j'espère pour lui qu'il a changé de marque. Mais moi j'ai pensé en voyant Godard et Wenders que c'était les deux mêmes. Ils ont fait la même chose, ils avaient tous les deux des lunettes noires. C'était assez curieux comme... Les lunettes fumées pour Godard. Alors il y a une chose qui est très amusante, quand Wenders change de lunettes, en France, il ne se passe rien dans la salle. Mais en Allemagne, tout le monde rigole. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils le connaissent mieux que nous. Pour eux, ça a une signification. C'est-à-dire que je leur ai posé la question, oui, ils me disent oui, ça veut dire qu'il veut se cacher, tout ça, on le connaît, tout ça. C'est assez amusant de voir le même cinématon, il y aura des réactions différentes selon les lieux, les pays où il est montré. Vous avez eu des indications à nous donner sur la signification de ce qu'a fait Arabal, par exemple, avec ces 5 paires de lunettes? Ah oui, alors, bon, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'Arabal a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'amis peintres, post-surréalistes, je dirais. Et donc, j'explique d'abord ça, il fait des commandes à des amis peintres. Il leur fait une commande sur une peinture avec un thème très précis, mais plus qu'un thème, avec une description précise de ce qu'il veut. Alors par exemple, il leur dit, il va dire à un peintre, voilà, moi je voudrais être au centre d'une grande vallée, avec des sommets très abrupts, et puis il y a un aigle qui vient et qui m'enlève. Alors, il fait cette commande à un peintre, il le paye, et ce peintre lui fait cette peinture. Et quand on va chez Arabal, il y a des quantités d'œuvres qui sont des commandes d'Arabal, et où Arabal est le sujet de la peinture. C'est-à-dire que c'est le summum de la mégalomanie, mais en même temps, c'est assez facile. En même temps, il fait travailler plein d'artistes, parce qu'il les paye. Et donc, dans le portrait, dans son cinématon, donc, on voit une fameuse œuvre, qui est une commande, où on voit donc, un homme qui ouvre la bouche, et il sort un type qui nage dans les airs, qui est Arabal. Et il en sort un deuxième de sa bouche, qui est encore Arabal. C'est Arabal qui est représenté. Donc, alors, Arabal avait demandé à une amie à lui de passer derrière lui avec ce tableau, que ce soit un fond. Cet ami traversait donc l'écran, comme vous voyez, passait dans un couloir derrière et ressortait par une autre pièce, et donc elle repassait comme ça. Donc c'est lui qui lui avait demandé de faire ça. Donc si vous voulez, c'est une sorte, là, ce qui représente le tableau, c'est une sorte, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, une sorte de naissance, renaissance, je ne sais pas. Bon. Alors,
puis, vous savez, puis il montre des... comment ça s'appelle, les instruments pour les jeux d'échecs. Les horloges. Voilà. Donc, parce que lui, c'est un fanatique des jeux d'échecs. Il avait à une époque, je ne sais pas s'il a toujours, une rubrique dans l'Express sur les échecs. Et alors, je sais que par exemple, dans le Nouvel Obs, il y a longtemps, il y a eu un grand article sur les cinématons, écrit par Michel Mardor, et qui avait violemment attaqué Rabal, le cinématon d'Arabal, en le traitant de truqueur, tout ça, et en disant à la fin de son attaque, il disait oui, en plus, il est si paire de lunettes, voilà, enfin bon, voilà. Alors, les gens qui n'aiment pas Arabal, là, comment dire, ils sont encore plus heureux de voir ce cinématon-là. On sent que c'est très... Il y a beaucoup d'intention chez lui. Il est même sûr... il y en a même trop, quoi. Hein. Oui, ça c'est Arabal. Mais je dirais que c'est l'art d'Arabal. Si vous connaissez son théâtre, si vous connaissez ses films, Viva la Muerte, tout ça, c'est vraiment son style. C'est-à-dire, c'est très baroque, avec beaucoup de choses, tout ça. Et en fait, on le retrouve complètement dans son cinématon. C'est ça qui est étonnant. C'est vraiment, si on connaît bien Arabal, son cinématon, c'est de l'Arabal. Le montage de ce soir, c'est juste pour ce soir ou c'est quelque chose non, il y a des variations. Alors, par exemple, souvent, ça dépend les lieux, mais il arrive aussi que c'est à la carte. Donc on me demande, voilà, tel. Il y a aussi des séances où il peut y avoir, il y a eu souvent des nuits cinématons, dont on en présente une centaine, plus d'ailleurs. Il y a eu des intégrales, donc j'ai parlé tout à l'heure, la dernière c'était à Toronto en 98 déjà, et jusqu'à maintenant il y a eu une quinzaine d'intégrales dans le passé. Alors au début les intégrales n'étaient pas trop longues, et là maintenant elles sont devenues presque impossibles à organiser. Il y a parfois un seul cinématon qui est montré, ça peut arriver. Il y a tous les cas de figure possibles imaginables. Bon là ce que vous avez vu, ce sont des copies, hein, ce ne sont pas des originaux. Les originaux... Alors, ce qu'il faut dire, en Super 8, le Super 8, c'est en Kodachrome, les originaux sont en Kodachrome, avec des couleurs, je dirais, 100 fois plus belles que ce que vous avez vu là. Et les copies sont faites sur un autre support, malheureusement. C'est un support Ektachrome, et où la qualité de grain d'image est beaucoup moins bon. Et en plus, pour couronner le tout, ces copies, certaines ont plus de 20 ans, et donc, déjà, ça perd un peu de ses couleurs, de son éclat. Et voilà. Mais bon, c'est... Moi, je voudrais dire juste par rapport au choix, parce que donc, Gérard m'avait envoyé la liste de ces 2100 presque 2100 cinématons, et à un moment donné, c'est posé la question de savoir lesquels montrer à Metz. Donc c'est vrai, par rapport face à une liste comme ça, comment on réagit? Soit on dit, bon, c'est pas très bien de dire on va prendre des gens connus, ou simplement au vu du nom, à la vue du nom, mais on peut s'attendre quand même que chaque cinématon crée des surprises et que c'est pas forcément les gens les plus célèbres ou qui nous intéressent forcément le plus qui vont être les plus intéressants à voir sous forme de cinématon. Donc c'est vrai que c'est Gérard qui a fait un choix par rapport à une durée de la soirée. Il peut y avoir par exemple sur des thèmes, hein, par exemple les cinématons vont passer dans un festival peu de temps à Saint-Denis. C'est un festival qui s'appelle Sauvage Innocence. Ils ont repris le titre du film, le dernier film de Philippe Garrel. Et donc il y a une journée dans ce festival consacrée au groupe Zanzibar. Le groupe Zanzibar, en deux mots, c'est Sylvina Boissonnas, qui était une femme qui avait fait un héritage, qui était très riche, et qui a fait du mécénat entre 67 et 69, et qui a pas produit, qui a mécéné à peu près entre 12 et 15 films. Donc dans cette période très courte, juste avant et juste après mai 68. Donc il y a notamment 2 longs métrages de Garrel, il y a le film Jacques Rénal de Foire, il y a un certain nombre de films. Et donc dans ce festival, il faut pendant une journée un hommage à Zanzibar. Et là par exemple, ils m'ont demandé des cinématons du groupe Zanzibar. Alors, il y a le cinématon de Juliette Berthaud, de Philippe Garrel, de Jacques Rénal, de Jean-Pierre Calfon. Voilà, j'y pense. Des fois c'est sur un thème. Hein. Je dirais qu'avec les cinématons, chaque projection est différente, tous les cas de figure sont possibles, imaginables. Là, il y a très peu de temps, s'est terminé une exposition qui a duré pendant 1 mois à Liège,
où étaient présentés des cinématons sur 6 écrans en vidéo, et donc avec des programmes différents à chaque fois, et les programmes étaient montrés en même temps. Donc on entrait, et vous voyez 6 programmes différents de cinématons. En plus, bon, pour donner un peu plus d'éclat à cette exposition, le commissaire de l'exposition avait fait des choses bien. Il s'était amusé à faire une quarantaine d'affiches qui faisaient à peu près grandes comme ça, avec la liste complète de tous les cinématons et le générique de chaque cinématon, et ça faisait à peu près une quarantaine d'affiches, ça faisait toute la galerie. Voilà, donc, mais tout est possible, et même une année à la fête de l'humanité, je crois que c'était en 95, alors ils ont présenté l'intégrale des cinématons sur 16 écrans vidéo, donc c'était une grande sculpture vidéo, et les 16 écrans montraient 16 programmes différents. On l'a fait qu'une fois, on le fera sans doute peut-être plus jamais, parce qu'avoir 16 écrans, c'est extrêmement compliqué. Il faut 16 magnétoscopes, 16 téléviseurs, etc. Et on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites et qui se feront peut-être jamais. Et on peut faire plein de choses. Et avec la télévision aussi, disons, le principe de cinématon, disons, le concept de cinématon se prête je dirais, à toutes les possibilités. Et je suis ouvert à toutes ces possibilités parce que à chaque fois, c'est une expérience nouvelle pour moi aussi. Et en même temps, moi, je suis spectateur aussi et ça m'intéresse aussi en tant que spectateur. Et la finalité de l'ensemble de tous ces cinématons? Il n'y a pas de finalité puisqu'il n'y a pas de fin. Mais apparemment, vous voulez faire une anthologie. Mais Non, écoutez, le mot finalité, ça voudrait dire que il y a une fin. Non, mais dès le départ, dès le départ, j'étais parti pour faire, disons, un portrait comme ça de tous les artistes que je connaissais. C'était limité. J'ai retrouvé tous les textes, tout ça que j'ai écrit à l'époque. Au départ, je voulais en faire un film de 24 heures, ce qui faisait, je ne sais pas, à peu près 350 portraits, ce qui me semblait déjà énorme. Donc je me disais, j'étais loin d'être sûr d'arriver à ça. Et je m'étais fixé ce but-là en me disant, voilà, un jour, je vais jusqu'à 24 heures, puis je vais montrer tout ça, puis j'arrête. Et très vite, au bout de 6 mois, je me suis dit, mais c'est ridicule de mettre une limite. Pourquoi me mettre une limite? Je continue, j'ai au moins à 1000 cinématons. Ce qui me semblait encore des limites, enfin, ça me semblait énorme aussi à ce moment-là, mais je m'étais comme ça, l'utopie. Et puis quand je suis arrivé à 1000, j'ai failli m'arrêter, mais je me suis dit, non, j'ai envie de continuer à filmer. Je prends du plaisir à filmer, ça m'amuse de faire ce travail-là, donc je continue. Alors, c'est vrai que plus il y a de portraits, et plus, je pense, l'accumulation fait partie intégrante du projet, plus je pense que ça a de la force et de la saveur. Alors, on peut appeler ça une anthologie, mais moi je dirais c'est une sorte de portrait du milieu artistique depuis 1978. Après, les gens diront c'est une anthologie ou pas. Plus modestement, je dis c'est comme ça un portrait d'un milieu, de ce milieu, le milieu artistique. C'est vrai que j'aurais pu filmer d'autres catégories socio-professionnelles, j'aurais pu filmer tout le monde. J'ai choisi de filmer seulement les artistes, parce que bon, au départ c'était le milieu que je connaissais le mieux, et puis je voulais me dresser les limites, parce que déjà ça fait beaucoup de monde, et donc j'ai compris que ce n'était pas possible de filmer tout le monde. Donc déjà, ça représente pas mal de gens à filmer. J'en ai filmé qu'une infime partie, parce que des artistes, il y en a énormément dans le monde entier, puisque les cinématons, je filme un peu les gens du monde entier. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir au moins 80 nationalités différentes dans les cinématons. Il faudra que je fasse des statistiques précises, mais ça doit au moins tourner à ça. Et même j'ai filmé des gens dans des nationalités qui n'existent plus aujourd'hui. L'Union soviétique, par exemple, enfin, et d'autres. Des pays qui n'existent plus, des pays fantômes. Et les raisons des refus, lorsque les gens refusent, c'est pour quelle raison? Voilà, bon, déjà, il faut dire qu'il y a peu de gens qui refusent. Et dans les gens, quelques personnes qui refusent, il y a souvent des gens qui, en fait, ils ne refusent pas, ils voudraient être filmés
par exemple, je pense à un ami, à Luis Correcchi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui écrit dans Libération. Lui voulait être le dernier fini. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'il faudrait que je meure après lui. Il y avait une histoire comme ça très compliquée. Et il y a un côté mégalo aussi, en disant moi, j'accepte d'être filmé, mais je vais être le dernier, par exemple. Mais disons, vraiment de personnes qui ont refusé, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une anecdote de Romer que j'ai racontée. Mais je dirais que souvent, les rares fois, ce sont des gens qui refusent de montrer leur image, en fait. Comme Romer, encore qu'il ait accepté d'être filmé pour le cinéma de notre temps, je crois que c'est par Jean Touché, sauf erreur. Mais autrement, c'est vrai que Romer a refusé depuis tant d'années toutes les émissions de télévision qu'on lui propose, enfin tous les films. En fait, il y a très peu de gens qui refusent d'être filmés ou photographiés. Il y en a quelques-uns. Bon, en littérature, il y a des gens comme Blanchot, tout ça. Il y a quelques personnages comme ça qui pour se faire, d'une certaine façon, pour sortir, disons, de la masse, ont décidé un jour en se disant, voilà, je ne veux plus être photographié, je ne veux plus être filmé. Et donc, c'est une sorte de singularité et qui, en même temps, fait leur promotion. Parce qu'on dit, voilà, on n'a aucune photo de Maurice Blanchot, par exemple. Donc, ça fait que ça crée un mythe autour du personnage. Mais il y a vraiment très peu de gens qui ont refusé. Est-ce qu'il vous est arrivé de filmer 2 fois la même personne? Je pense par exemple à Jean-Luc Godard ou à Wim Wenders qui ont été filmés en 81, 84 et reprendre aujourd'hui 20 ans plus tard. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont été filmées 2 fois ou plus d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de ces 2 cinéastes. Alors je ne sais pas combien il y en a, il y a peut-être une trentaine de personnes qui ont été filmées plusieurs fois. Et à ce sujet, il y a une anecdote assez amusante avec Sandrine Bonner, dont vous avez vu son premier cinématon, qui a été filmé donc, à l'époque, c'était pendant la préparation de La Nos Amours de Piala. Donc elle n'avait jamais fait de film. Donc le cinématon est vraiment son premier film. Et donc elle a 15 ans. Et je l'ai refilmé en 1995. Donc elle avait une carrière immense. Entre 82 et 95, elle est devenue, je pense, une grande comédienne pour beaucoup de gens. Et ce qui est très amusant, c'est que son deuxième cinématon, malgré tout le métier d'acteur qu'elle a acquis avec ces années-là, son deuxième cinématon est pratiquement comme le premier. C'est-à-dire qu'il est aussi authentique que le premier. Et ce qui était encore le plus amusant, c'est qu'elle, quand je l'avais filmé la deuxième fois, elle ne se souvenait pas du tout de ce qu'elle avait fait la première fois. Donc la deuxième fois, elle ne joue pas à la personne qui va faire exactement la même chose que la première fois. Pas du tout, elle ne s'en souvenait pas. Et elle a toujours la même authenticité. C'est assez étonnant. Alors, par contre, pour d'autres personnes, le changement, oui, est important. Mais c'est vrai que ça serait intéressant d'en filmer plus de personnes que je les refilme. Ça serait bien. En même temps, il y a déjà tellement de gens que je voudrais déjà filmer pour la première fois. Donc, on est dans un dilemme. Et là, on a vu Boris Lehmann quand on a vu. Il a été filmé 3 fois, lui. Donc là, c'était sa deuxième fois? C'était la deuxième fois, oui. J'ai trouvé ça assez malin de s'y prendre comme ça. Ah, oui. Mais la première fois et la troisième fois, on le voit très bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le troisième cinématon, parce qu'il me filmait pendant que je le cinématonnais, avec la caméra 16 mm dans le champ, c'est-à-dire que donc, pendant tout le cinématon, on le voit en train de filmer, et d'ailleurs, à un moment donné, il décide de quitter le cadre et de me mettre à sa place, donc on me voit dans son cinématon, et lui, il prend ma place derrière la caméra Super 8, et on va le voir dans le film 16 mm qui est tout là. Et dans ce film 16 mm, que j'ai vu mais pas tout à fait fini, il a gonflé le cinématon en 16 mm et il l'a intégré dans la séquence. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a tout un jeu de miroir comme ça, et c'est Boris Lehmann, tout craché. Et je pense qu'il est prêt à en faire un 4e. Il y a aussi d'autres séries, hein. Là j'en ai pas parlé, il y a la série Couple, si vous voulez. Il y a d'autres séries avec des concepts assez proches. Par exemple, Couple, c'est 2 personnes, donc là c'est un cadre large, 2 personnes qui sont ensemble.
c'est complètement différent parce que c'est plus un face-à-face entre une personne et la caméra et le spectateur. Ce sont deux personnes qui sont ensemble et c'est tout un jeu entre ces deux personnes. Il y a la série Trio, il y a la série Portrait de groupe, il y a encore d'autres séries, la série Lire avec des écrivains, avec les sonores. Et toutes ces séries, si vous voulez, là, les personnes, souvent, je les refilme dans d'autres concepts. Donc, telle personne, par exemple, on va la trouver dans le cinématon, on va la trouver dans le couple, on va la trouver dans le trio, on va la trouver dans le portrait de groupe. Et à chaque fois, si vous voulez, on va trouver une facette un peu différente de sa personnalité, parce que le concept est différent, et donc, par la différence du concept, on arrive à montrer les gens d'une façon différente. Alors, par exemple, Boris Lehman, il a fait aussi un portrait de la série couple, et il est dans plusieurs portraits de la série portrait de groupe. Alors, les autres séries sont des séries moins connues, et moins importantes en nombre. Les couples, j'ai dû en filmer 107 ou 108. Les portraits de groupe, j'ai dû en filmer 230. Voilà, donc c'est des séries qui sont beaucoup moins connues et beaucoup moins imposantes. C'est vrai que les cinématons, c'est une sorte, c'est un peu, de toutes ces séries, c'est un peu la locomotive qui tire toutes les séries. C'est la plus connue, la plus montrée. Bon, elle est un peu montrée un peu de partout. Et je me souviens, dans les premières années des cinématons, bon, j'avais essayé de démarcher des chaînes de télévision pour essayer de vendre des cinématons. D'une part, évidemment, pour qu'ils soient montrés, et c'était important, et puis en même temps, pour essayer de trouver un peu d'argent qui m'aide à financer la suite. Je peux vous dire, je me suis fait vraiment jeter, je me suis fait vraiment prendre pour un charlot, hein, vraiment. Déjà, le fait que je tourne en Super 8, j'ai été pris pour un débile mental à la télévision. Je peux vous dire que la situation a complètement changé. Aujourd'hui, je ne démarche plus du tout les télévisions, ce sont chaque fois elles qui viennent à moi. Et je dirais, à partir des années 90, il était très, très fréquent que les gens des télévisions me félicitent que je tourne en Super 8 et notamment en Kodak Pro. Parce qu'eux me parlaient de tous les problèmes qu'ils avaient en vidéo, qu'ils avaient des bandes qui avaient moins de 10 ans, qui étaient complètement détériorées, qui étaient complètement abîmées, ils ne pouvaient plus les utiliser, les bandes étaient foutues, tout ça. Et ils me disaient, notre idée est géniale de tourner en Kodachrome. Parce que le Kodachrome, c'est vraiment le meilleur support au niveau de la résistance, au niveau du temps. En 50 ans, le Kodachrome ne bouge pas. Et c'est très amusant ce renversement. Et voilà, tout est dit. Donc il faut être persévérant dans la vie. Parce que si j'avais cru ce qu'on me disait, enfin si j'avais cru les chaînes de télévision, vraiment, je me serais pris pour un débile mental. Les cinématons sont passés déjà sur les chaînes de télévision. Ils sont passés dans beaucoup de chaînes de télévision, beaucoup de pays, et même il y a des choses très amusantes. Par exemple, la télévision nationale iranienne a acheté en 2004 22 ou 23 cinématons, et ils ont acheté en plus des très cinéphiliques, ils ont vraiment acheté les plus grands cinéastes, Godard, Wenders, Parajanov, il y avait Youssef Chahine, enfin vraiment que des grands maîtres du cinéma. Est-ce que tu ne crains pas qu'ils mettent quelque chose, qu'ils mettent du son ou souvent, par exemple, on a mis un bruit de projecteur quand ça passait à la télévision, pour signifier que bon, le film, c'est un film muet, mais que bon, à la télévision, passer que du muet, ça crée un problème, parce que les téléspectateurs croient que c'est leur télévision qui déconne, et ils téléphonent au standard de la chaîne en disant il y a un problème de son sur telle chaîne. Donc c'est pour ça que souvent, ils mettent on met un petit bruit de projecteur. Non mais ça c'est vrai, hein, c'est pas du tout une anecdote. Si vous passez quelque chose de complètement muet à la télévision, là vraiment le standard explose. Moi je voulais vous demander comment vous envisagez la fin de la pellicule, c'est-à-dire s'il n'y a plus de pellicule Super 8, ce qui risque d'arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est possible. Alors c'est peut-être là que vous filmerez Louis Scorecki juste avant qu'il n'y ait plus de pellicule. Peut-être. Je ne sais pas, il n'aura pas besoin de vous tuer. Alors peut-être que je filmerai en vidéo, je ne sais pas, parce que ça... Il y a une chose que j'ai appris avec le temps, ça ne sert à rien de se poser des questions quand ces questions-là ne sont pas d'actualité. Le jour où ça sera d'actualité, alors là je prendrai une décision, mais pour l'instant, bon, ce n'est pas le cas. Kodak n'a pas l'intention d'arrêter, donc voilà. Ce qui est étonnant, c'est que maintenant ça devient un format professionnel. Alors ça fait déjà longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, pour la petite histoire, hein, le Super 8 a été créé en 1965 par Kodak pour permettre à des amateurs de pouvoir filmer avec facilité. Parce qu'avant 1965, si on était amateur, on tournait en 9.5, en 8, voire en 16 si on avait un peu plus d'argent. Il fallait quand même être
un peu spécialiste, entre guillemets, parce que mettre la pellicule dans la caméra était une opération qui n'était pas simple. Parce qu'il fallait faire une petite boucle, il fallait, dans le noir, faire une boucle à l'intérieur de la caméra. Si la boucle était mal faite, le film sautait du début jusqu'à la fin, donc le film était foutu. Tout ça, il fallait que ce soit dans le noir. Donc c'était une opération très difficile. Et Kodak a inventé un procédé en 1965 qui était une cassette. Donc n'importe qui pouvait mettre la cassette dans la caméra et on pouvait filmer. Donc c'était révolutionnaire à l'époque. Et donc c'était créé pour l'amateur. Ne craignez pas le lumière du jour, parce que c'était un peu là. Oui, c'est-à-dire que la cassette, en pleine journée, vous mettez votre cassette comme une cassette vidéo, hein, vous mettez votre cassette dans la caméra, il n'y a pas de problème. Alors qu'avec du 16 mm ou du 9.5, on peut se mettre dans le noir et mettre la pellicule. Autrement, s'il y a de la lumière, la pellicule est voilée, elle est foutue. Alors, jusque dans les années, je dirais jusqu'au milieu des années 80, donc c'est pendant 20 ans, le Super 8 était le format préféré des amateurs dans le monde entier. Et puis, avec le caméscope, qui est une autre invention révolutionnaire, parce que la vidéo existait déjà depuis longtemps, depuis l'entour de 1960 au niveau des professionnels, et même avant, mais c'était un truc énorme. C'est-à-dire que les premiers magnétoscopes, il fallait même plusieurs personnes pour les porter. Et quand on a parlé de vidéo légère aux alentours de 1976, il y a eu le concept de vidéo légère, le magnétoscope pesait à peu près une quarantaine de kilos, et une personne très solide, très forte, pouvait le porter sur son dos. Et là, l'invention du caméscope, c'était d'inventer une caméra avec le magnétoscope à l'intérieur de la caméra, si possible, pas trop grosse. Et là, c'était donc au milieu des années 80, l'invention du caméscope a été aussi une autre révolution. Et à partir de ce moment-là, la plupart des amateurs ont acheté des caméscopes. Ils ont travaillé en vidéo. Et très vite, notre ami qui s'est occupé du festival de Super 8 peut en témoigner. À partir du moment où le caméscope s'est implanté, les amateurs ont déserté le Super 8. N'est-ce pas? Hélas. Hélas. Et donc, c'est devenu un format, en fait, je me souviens, à la fin des années 80, on disait un peu semi-professionnel, et après, dans les années 90, on a dit professionnel. Qui utilise le Super 8 aujourd'hui? Donc, dans la pub, souvent, quand il y a un effet cinéma à faire, ils tournent en Super 8. Dans les clips vidéo, ils tournent beaucoup en Super 8. Alors maintenant, dans les écoles d'art, souvent, ils tournent en Super 8. Et les étudiants sont assez fans du Super 8, parce qu'ils ont été élevés au biberon de la vidéo. Et le jour où ils découvrent le Super 8, c'est un choc. Même dans des écoles de cinéma comme la FEMIS, on utilise aussi du Super 8. Et puis bon, il y a des cinéastes, j'en fais partie, comme Joseph Norbert et d'autres, qui tournent beaucoup en Super 8. Et en fait, Kodak avait publié ces chiffres il n'y a pas tellement longtemps, peut-être en 2000, sur le métrage qu'il vendait. Et le Super 8 représentait 16 mm, Super 8 et 35 mm confondus, 6% des ventes de Kodak en France. Ça paraît peut-être pas beaucoup, c'est énorme, parce que vous savez, quand on tourne un long métrage, des fois on tourne, je sais pas, à 40-50 heures de rush, donc vous imaginez. Donc ça veut dire quand même qu'on vend quand même pas mal de Super 8. Et il existe aujourd'hui 4 pellicules, 2 en couleur, Kodachrome et K-Chrome, et 2 en noir et blanc, Tri-X et Plus X. Il y avait même une négative qui existait, tout ça c'est de l'inversible. Il y a une négative qui existait ces dernières années, je ne sais pas s'ils ont continué, je ne l'ai jamais utilisé, je ne connais pas. Mais donc c'est de l'inversible. Si vous voulez, l'inversible, c'est comme de la diapositive par rapport à la photo. La photo, vous avez un négatif, vous tirez des photos sur papier, par exemple, et la diapositive, c'est le négatif est en même temps un positif. Donc l'inversible, c'est ça. Et l'inversible existait bien avant le Super 8, il existait en 16 mm, en 9.5, depuis les années, je dirais, au moins les années 30. La particularité aussi, et ça fait une contrainte de plus dans vos films, c'est que cette pellicule Kodachrome 25 ASA ou 40 ASA, enfin 25-40, elle a besoin de beaucoup de lumière si votre caméra n'a pas d'objectif très lumineux. Donc parfois dans vos films vous utilisez de la lumière artificielle, parfois non. Ça crée des séquences très différentes au niveau de la lumière et de l'éclairage. Et en réalité, moi j'ai été frappé de ça. Je me suis dit que finalement parfois l'émotion apportée par l'image était complètement, enfin en partie construite par la lumière qui était une contrainte que vous aviez supplémentaire, quoi. Et j'ai été très frappé par la séquence avec Monouri. Je me suis dit que
elle m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a une sorte de halo blanc tout autour, il y a une sorte de contre-jour, de surexposition, je ne sais pas trop, qui fait que la force de cette séquence est quand même assez grande par rapport à toutes les autres, quoi. Alors là, c'est par exemple, pour ce qui concerne mon Maurice, c'est la lumière naturelle, parce que c'était dans son studio qui était très lumineux. Normalement, en intérieur, c'est obligatoire de tourner avec de la lumière artificielle, on n'a rien sur l'image. Et là, on était à l'intérieur, mais c'était complètement ouvert et il y avait une lumière incroyable. Et ça, c'est sa lumière à lui, c'est la lumière avec laquelle il travaille, et ça donne un portrait, c'est vrai, étonnant. C'est-à-dire on dirait que son visage est isolé comme ça au milieu de cette blancheur. C'est vrai que c'est lui qui l'a voulu. Hein. C'est le principe du cinématon, c'est vraiment lui qui a voulu être filmé à cet endroit-là précis. Personne choisit le lieu. En plus, oui, dans la mesure du possible. Bien sûr, quand je filme dans des endroits neutres, par exemple, si je suis dans un festival de cinéma comme à Cannes, vous avez vu des cinématons qui sont faits à Cannes, bon là c'est pas un lieu neutre, mais cela dit, je leur demande où est-ce que vous voudriez être filmé, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que vous préférez dans votre hôtel ou je ne sais pas, ou ailleurs. Dans la mesure du possible, donc je donne la possibilité aux gens d'être filmés où ils veulent. Alors il y en a certains qui me disent, moi je m'en fous. Je leur dis, d'accord, tu t'en fous, mais tu me dis, voilà, si tu veux que ce soit chez moi, ou chez toi, ou ailleurs, en extérieur. Voilà. Oui, mais pardon, je vous interromps. Oui, c'est ce qui fait la différence. C'est un peu ce qui fait la différence dans ce que vous nous avez montré entre ce qui finalement vous êtes réalisateur, mais c'est vrai que la personne réalise aussi son portrait et Monouri lui a pensé que ce lieu-là était bien parce qu'il y avait de la lumière. Il a eu sans doute une idée, peut-être qu'il a moins construit les choses, c'était peut-être intuitif, mais en tous les cas, il vous a dit de le filmer à cet endroit-là, alors que d'autres non. Et du coup, ça prend une dimension plastique beaucoup plus grande, à mon avis, que d'autres séquences qui sont tournées sans avoir une intention sur le cadre ou la lumière. Oui, bien sûr. Mais c'était sa volonté et je pense qu'évidemment il a eu raison vu le résultat. Et pour une autre personne, ça aurait pu n'a rien donné, mais avec lui, il y a une adéquation, je dirais, entre cette lumière et lui. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de séparation, il y a une osmose. On peut le penser. Vous savez de quoi il savait dans les conditions dans lesquelles il allait être filmé, parce que c'est quand même un peintre. Il a fait des films aussi. Il a fait de très bons films. Il y a longtemps. Rex. Oui. On va peut-être s'arrêter là, si vous avez plus de questions. Donc on remercie Gérard Courant d'avoir été si disponible avec nous. À bientôt. À bientôt. J'ai toutes ces petites choses. Si des gens veulent le livre ou une cassette Cinématon, il y en a plusieurs à vendre. Alors. Mais on trouve pas. J'ai pas acheté d'occasion. Ah oui, je l'avais trouvé d'occasion. Et puis finalement, je l'ai pas acheté. Mais là, il en a quelques-uns. Vous en amenez deux. Qu'est-ce que tu disais que tu vendais? Il y a deux livres Cinématon et des cassettes aussi, il y avait sélection. D'accord. Il reste deux bouquins et trois cassettes. D'accord. Et les cassettes, il y a. Alors il y a
Il y a deux programmes différents. Donc tu as battu en longueur les films de le journal de Joseph Norbert ou pas? Ah bah bien sûr, c'est Joseph, il a mis 51 d'heures, le pauvre. Et toi, ça fait combien? Voilà, les cinématons, c'est 150. Ah oui, d'accord, tu l'as largement battu. Non, il y a même plus de discussion, mais ça fait très... C'est tellement longtemps. Non, au début, on s'amusait, on faisait un concours pour rigoler. Bah oui, parce que mais le concours, on l'a arrêté il y a longtemps. Lui aussi faisait son journal. Ouais. De toute façon, il était venu dessiner le société là. Je me souviens que c'était le jour de l'Europe du monde, je sais pas. Ah ouais, les